Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les assistants de vérification, Mesdames, Messieurs les membres du personnel technique et administratif, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs et qualités, je voudrais, au nom de M. Boumboufé, premier président de la Cour des comptes du Sénégal, vous remercier pour avoir répondu à l'invitation de la Cour pour les besoins de cette cérémonie de clôture du jumelage entre la Cour des comptes de France et la Cour des comptes du Sénégal. J'exprime ma profonde gratitude à la délégation de l'Union européenne qui a intégralement financé le projet d'appui à la Cour des comptes du Sénégal. Mes remerciements s'adressent également au ministère en charge des finances et de l'économie qui ont contribué à la signature de la convention de financement du jumelage. Chers invités, chers participants, dans son discours prononcé lors de la cérémonie de lancement du jumelage, le premier président, M. Boumboufé, s'était félicité des relations anciennes et privilégiées entre les cours des comptes de France et du Sénégal. Il n'avait pas manqué à cette occasion d'indiquer que ces relations se sont traduites, entre autres, par les nombreuses participations de nos magistrats à des formations et des stages d'imprégnation en France et par la précieuse collaboration au sein de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant un commun l'usage du français, AISCUF, dont le Sénégal assure présentement la présidence. Aussi, je voudrais saluer la présence de la délégation de la Cour des comptes de France, représentée par M. Dominique Panier, chef du projet, et le conseiller maître Gilles Ménard. M. Panier, soyez notre relais auprès de M. Pierre Moscovici pour lui réitérer nos remerciements et nos témoignages de satisfaction pour la qualité de la coopération entre nos deux institutions. Mesdames, Messieurs, chers invités, la Cour des comptes a inscrit depuis bientôt une quinzaine d'années la planification stratégique dans le management de l'institution. C'est dans ce cadre que le plan stratégique 2020-2024 a été élaboré comme cadre de référence pour la mise en œuvre des activités de l'institution afin de relever ensemble les défis stratégiques d'ici l'horizon 2024. Pour atteindre les objectifs de ce plan stratégique, la Cour a choisi, avec l'appui de l'Union européenne, d'être jumelée à la Cour des comptes de France qui constitue une référence dans le domaine du contrôle externe des finances publiques. La conséquence directe qu'il faut tirer de cette option est que le jumelage participe de la mise en œuvre du plan stratégique dont il prend en charge les activités fondamentales portant sur la formation, la production et la communication. Cette option qui vise à garantir la cohérence et l'efficacité de nos interventions a permis pour l'essentiel de dérouler et de mobiliser, de dérouler les activités et de mobiliser les équipes de contrôle pour l'atteinte des résultats attendus. Donc voilà le cadre dans lequel nous avons exécuté les activités du jumelage avec pour objectif général de renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes afin d'améliorer ses performances de contrôle. Aujourd'hui, à la fin de ce jumelage, il est peut-être bon de partager un certain nombre de résultats. En ce qui concerne l'activité juridictionnelle, on l'a dit tout à l'heure, 8 équipes et 2 rapporteurs de la Chambre de discipline financière ont été appuyés par les experts de la Cour des comptes de France. Et à cela s'ajoute l'élaboration d'un guide de contrôle juridictionnel et les actions de renforcement au profit du greffe central pour améliorer l'organisation interne et la production d'informations du greffe. La conjugaison de toutes ces actions a favorisé la mise en œuvre des plans d'apurement des retards en matière de jugement des comptes. Concernant l'audit financier, en vue de se préparer à la certification prochaine des comptes de l'État, la Cour a inscrit la pratique de l'audit financier dans ses priorités comme action majeure de jumelage. Ici aussi, 6 équipes ont été accompagnées dans les missions de contrôle. Outre les rapports qui ont été produits, cet exercice nous a permis d'élaborer un guide général de financier et un projet de guide de la dette publique. Ainsi, la Cour dispose aujourd'hui d'un vivier de magistrats et d'assistants de vérification capables de s'impliquer dans les activités de cette
Concernant maintenant la consolidation de l'audit, de la pratique de l'audit d'attestation de performance, 4 équipes ont été appuyées pour mener les audits d'attestation et un guide d'audit a été élaboré. Cet accompagnement a permis d'améliorer les travaux effectués dans le cadre de l'élaboration du rapport sur l'exécution des lois de finances 2021-2022 et de formuler pour la première fois des avis sur les rapports annuels de performance. Concernant la formation, elle constitue une priorité pour la Cour dont les effectifs se sont considérablement renforcés. Les échanges avec les experts de la Cour des comptes de France ont constitué une opportunité pour les nouveaux magistrats d'acquérir rapidement les savoirs et savoir-faire indispensables à l'exercice de leurs nouvelles fonctions. 13 d'entre eux ont participé à la session d'accueil des nouveaux magistrats organisée en janvier et en septembre chaque année par la Cour des comptes de France et 16 personnels ont effectué un stage d'imprégnation. Enfin, sur le dernier volet, la communication, il faut souligner les actions de renforcement des capacités au profit du conseil en communication. Ici ajoutent des échanges sur des outils pratiques de communication qui sont traduits par une animation permanente du compte LinkedIn de la Cour. Au plan des activités non réalisées, il faut aussi le signaler, il faut relever la tenue de l'atelier avec les ministères sur le contrôle interne et l'appui en matière d'évaluation des politiques publiques. La Cour. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est bien de s'accorder sur des priorités, sur des activités, sur des résultats à atteindre. C'est aussi important de se doter des moyens pour atteindre ces résultats. Mais c'est encore mieux si on arrive à maintenir et à améliorer les résultats. Et comme vous le savez, le jumelage prend fin ce 30 septembre 2023 et les défis majeurs que nous avons aujourd'hui tournent autour du maintien des acquis du jumelage et plus généralement du plan stratégique de la Cour. Il y a 4 éléments qui nous interpellent de ce point de vue. La finalisation de tous les manuels et guides d'audit thématique, la veille sur le jugement des comptes afin d'éviter tout retard préjudiciable au bon fonctionnement de la Cour, la consolidation des acquis en matière d'audit financier à travers la programmation des missions d'audit en attendant l'effectivité de la certification des comptes, et enfin l'élargissement de l'échantillon des missions d'audit d'attestation de performance afin de mieux soutenir l'avis que nous sommes appelés à formuler sur les rapports de performance. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant de clore mon propos, de féliciter encore une fois nos partenaires, et particulièrement M. Dominique Panier, chef du projet, et Christian Chapard, conseiller résident du jumelage. Le programme de jumelage entre les cours des comptes sénégalaises et françaises financé par l'Union européenne. Au cours de ces 3 années de mise en œuvre, ce programme a permis de soutenir une intense activité de coopération et d'échange d'expériences entre les 2 institutions homologues. Nous pouvons considérer cette opération comme un succès pour les 2 institutions ainsi que pour l'Union européenne. Je crois que les retours d'expérience que nous avons eus et les comptes rendus des activités qui ont eu lieu, tout cela souligne ce succès. Ce jumelage marque aussi une étape importante dans le partenariat historique entre la Cour des comptes du Sénégal, celle de France et l'Union européenne. Comme il a été expliqué, nous avons eu le plaisir d'appuyer différentes équipes de contrôle du Sénégal qui ont pu profiter du jumelage. 90 magistrats et membres du personnel de la Cour des comptes du Sénégal ont pu profiter d'un accompagnement au travers de nombreuses réunions et missions. Toutes ces missions qui ont eu lieu sur place et en France ont pu être menées respectivement avec les responsables des cours des comptes du Sénégal et de France. Cela représentait en une totalité de 212 journées d'expertise qui ont pu être mises en œuvre au cours de ce programme. Tout ceci a permis des avancées notables sur chacun des 5 axes du programme, qu'il s'agisse de formation, d'audit financier, d'audit de performance, du contrôle juridictionnel, de la communication et, dans une moindre mesure, des relations avec l'Assemblée nationale. Ces évolutions sont intervenues à un moment où le système financier public au Sénégal connaît des mutations majeures, avec notamment le déploiement d'un nouveau système d'information pour la gestion budgétaire, avec la déconcentration de l'ordonnancement, avec la réforme du contrôle interne budgétaire,
avec la réforme comptable ou l'adoption d'un cadre renouvelé de passation des marchés publics. Tout ceci, toutes ces réformes, devraient à terme accroître la performance, la transparence et la reddition des comptes sur la gestion publique au Sénégal, ce que l'Union européenne encourage fortement et souhaite appuyer autant que possible et autant que souhaité par les autorités sénégalaises. Ce jumelage a également été associé à la production du rapport tant attendu de contrôle sur la gestion du fonds Force Covid. La publication de ce rapport a constitué un acte majeur de transparence et de reddition des comptes qui a suscité un important débat public au Sénégal et marqué certainement un moment fort dans la gouvernance publique au Sénégal, renforçant le rôle exercé par les institutions de contrôle et en particulier la Cour des comptes. Cependant, les attentes des citoyens et des partenaires sont encore fortes sur les suites administratives et judiciaires qui doivent être données aux conclusions de ce rapport sur la gestion du fonds Force Covid. Permettez-moi également de mettre l'accent sur un certain nombre de questions qui nous semblent importantes pour continuer à contribuer également à l'objectif de reddition des comptes et de lutte contre la corruption et de transparence, telles que la publication des rapports annuels de la Cour sur les années 2018, 2019, 20 et 21 et du rapport d'exécution de la loi des finances 2021, le développement de la publication d'autres rapports thématiques ou particuliers pour que la Cour continue à contribuer aux grands débats nationaux sur la transparence des finances publiques, la poursuite du renforcement de contrôle de manière générale, en particulier sur le volet juridictionnel, et quatrièmement, le renforcement de la mission d'évaluation et d'appui à l'Assemblée nationale. Sur toutes ces questions, comme sur d'autres besoins que pourrait exprimer la Cour de compte du Sénégal, l'Union européenne reste résolument engagée à poursuivre son partenariat avec cette institution. En effet, un tel appui aux institutions de contrôle est certainement le meilleur appui, le meilleur investissement que l'Union européenne puisse faire pour le renforcement de la gouvernance publique. Pour finir, je souhaiterais ici faire part de nos vifs remerciements à tous les responsables de la Cour des comptes du Sénégal, ainsi qu'à ceux de la Cour des comptes de France et d'Expertise France, pour leur engagement en faveur de ce projet et leur travail acharné tout au long de ces 3 années. En effet, la réussite de ce jumelage est à mettre à votre crédit, à votre engagement, et je vous en remercie chaleureusement au nom de l'Union européenne. Je vous remercie pour votre attention. Tous les métiers de notre cours ont bénéficié d'un appui, toutes les chambres ont été des acteurs du jumelage et la moitié des personnels de contrôle présents lors du lancement ont participé à une activité de jumelage. Vous avez entendu le nombre de réunions de travail organisées, le nombre de journées d'expertise, soit d'une année d'un temps plein pour analyser les documents transmis, partager les approches et les méthodes, fournir de la documentation. La simple addition des comptes rendus aboutit à un total de plus de 1000 pages. Et face à ce volume, nous avons pris l'initiative de réaliser à votre intention une synthèse des principaux constats et recommandations contenus dans les comptes rendus. Et les exemplaires fraîchement imprimés à Paris sont à votre disposition à l'entrée. Nous sommes également satisfaits d'avoir pu contribuer à l'élaboration de documents aussi fondamentaux que les 4 guides de contrôle et les supports de formation associés. Mais ce jumelage a été aussi une aventure humaine. Nous nous permettons pour notre part de qualifier l'ambiance de travail d'excellente. Tout au long des 3 années, elle a été marquée par la confiance mutuelle, le sérieux des échanges et la rigueur des analyses, mais aussi une convivialité chaleureuse. Les illustrations, c'est-à-dire les photographies, dans les 11 lettres périodiques d'information sur les activités du jumelage qui ont été diffusées et préparées par Christian Chapard, témoignent de cette qualité de relation entre collègues, entre pairs, parce qu'on parle comme cela, dans les opérations de jumelage. J'en viens maintenant à la question des leçons que nous tirons pour notre part de cette expérience. Cette leçon en quelques mots. Première leçon, il y a eu, il nous semble, une durée suffisante du jumelage grâce à l'extension qu'a acceptée la délégation à l'Union, extension
extension de 2 à 3 ans afin de pouvoir travailler ensemble sur des contrôles depuis le début jusqu'à leur achèvement. Je salue la compréhension manifestée par la délégation de l'Union européenne. Deuxième leçon, une fidélité des experts seniors qui étaient volontaires pour participer à cette aventure ensemble et des experts présents pour la plupart depuis le lancement, ce qui était la condition de la bonne appréhension de votre législation et de vos pratiques. Et je me fais l'interprète du bonheur qu'ils ont eu à travailler avec vous comme vous l'avez entendu. Troisième leçon, une fluidité presque totale des échanges, car la proximité de nos régimes juridiques a facilité la communication, et de même que l'appartenance à la francophonie. Quatrième leçon, une présence quotidienne dédiée au jumelage. C'était un soutien indispensable pour la mise en musique et le maintien du tempo dans l'orchestre que nous avons formé. Cinquième leçon, une flexibilité du programme initial qui a permis d'adapter aux demandes d'accompagnement qui se sont révélées variables suivant les victimes. Vous l'avez vu. Sixième leçon, la capitalisation des bonnes pratiques qu'on a identifiées ensemble au travers de ces fameux comptes rendus et les supports de formation qui sont maintenant la propriété de votre cellule permanente compétente. Et septième et dernière leçon, une attention nécessaire portée aux questions d'animation des sujets interchambres, d'optimisation des procédures, domaine qu'a illustré Gilles Miller, mais que nous n'avons fait que effleurer parce que vous ne nous aviez pas donné de mandat explicite pour cela. Et alors, vous vous dites quand même, que fait la Cour française de comparable? Eh bien, de son côté, la Cour française fait appel régulièrement, tous les 5 ans, à une cour étrangère pour effectuer une revue par les pairs, suivant la norme de l'UNICOSAI, c'est-à-dire un examen approfondi de ces pratiques et procédures au regard des normes professionnelles. Les recommandations qui sont formulées dans ce cadre, des revues par les pairs, ont toujours été considérées par nous avec intérêt. Alors je vous livre une secrète ambition, que dans quelques années, ce soit votre cour qui vienne réaliser cette revue par les pairs à la Cour des comptes française. Je vais maintenant passer brièvement à Gilles Miller la parole pour illustrer une coopération. Les ISC juridictionnels ne soient pas mieux reconnus. Trop heureux étions-nous quand elles n'étaient pas l'objet de méfiance, souvent par méconnaissance. Alors c'est en réaction à cette situation qu'il faut situer le point de départ des projets que nous avons, des comptes du Sénégal, pour des comptes françaises, partagés très tôt au sein du Forum des ISC juridictionnels, qui s'est créé en 2015-2016, avec l'ambition de mieux faire reconnaître ce que nous avons profondément original, de proposer un cadre de référence et une norme internationale, avec l'idée également que nous serions plus forts si c'est de l'intérieur de l'UNICOSAI que nous faisons partir et fleurir ce mouvement. Nous avons travaillé dans 2 directions au sein de ce forum, et je veux d'ailleurs souligner l'apport toujours très constructif des contributions du Premier Président et des représentants de la Cour des comptes du Sénégal à chaque étape de ce processus. L'une des 2 directions envisagées avait consisté à rédiger et à diffuser une sorte de plaidoyer présentant la valeur et les avantages d'être une ISC juridictionnelle. Il s'agissait en gros d'illustrer un mot que j'aime beaucoup du président du tribunal des comptes du Portugal, M. Tavares, qui dit aux autres ISC, je peux faire tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire tout ce que je fais. D'où un document en 7 points décrivant les 7 avantages, je ne vais pas les détailler, vous pouvez les connaître. Le Forum des ISC juridictionnels, d'ailleurs, a édité un petit dépliant qu'on pourrait mettre à votre disposition en langue française et en langue anglaise pour nous faire connaître autour de nous cette réflexion sur les avantages des ISC. Document donc, que nous avons largement fait connaître récemment auprès des organisations internationales par un courrier adapté, mais qui peut être également relayé auprès des autorités nationales à l'initiative de chaque ISC. L'autre direction empruntée par le Forum a permis de pousser avec succès une norme, c'est la fameuse INTOSAI P50, officiellement adoptée en 2019. Et un autre projet, de guide des lignes directrices, qui a pour but de décliner les 12 principes contenus dans cette norme INTOSAI P50.
La publication de ce second document tarde un peu, elle viendra en son temps. Elle existe, c'est le plus important. Elle est aussi le fruit d'une élaboration commune, c'est aussi important. Et nous devrions sans tarder d'ailleurs envisager de communiquer sur son contenu. Bien entendu, juridictionnel signifie autant purement juridictionnel des comptes, qui doit se moderniser, mais qui reste fondamental tant que le producteur des comptes publics n'a pas atteint un niveau de maturité dont la Cour des comptes est le seul juge, que son pendant qui permet de sanctionner la responsabilité des gestionnaires publics détaillants, seconde activité, mais qui tente à devenir aujourd'hui le point commun de toutes les ISC dans le monde qui ont un mandat juridictionnel. On observe, et j'en terminerai par là, un intérêt croissant pour le modèle juridictionnel. De nombreux pays en Afrique, en Europe, en Asie, s'intéressent, voire adaptent leur législation et transforment leur modèle pour être une ISC qui est aussi une juridiction. Nous ne pouvons également que constater l'attente des citoyens pour plus de redevabilité effective, exigée de la part de ceux qui ont en charge l'argent public. Eh bien, c'est nous qui sommes le levier concret de cette responsabilité.